see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Tout commence en 1911 par un concours d'élégance organisé à Monte-Carlo pour 23 aventuriers. Une idée qui avait pris place dans la tête d'un jeune homme ambitieux, Anthony Nogues, fils du président du sport vélocipédique et automobile de Monaco. Anthony Nogues, bien décidé à organiser un véritable tour d'Europe avec départ et arrivée en principauté, l'idée de base déjà du fameux parcours de concentration. Mais la manifestation ne devait pas se transformer en course de vitesse. Le classement ne tenait d'ailleurs compte à cette époque que de la moyenne horaire, du kilométrage parcouru chaque jour, du confort du passager, de l'état du châssis à l'arrivée et de la propreté de la carrosserie. L'histoire retiendra le nom de Rouquier comme premier vainqueur. Le rallye Monte-Carlo est bien né. Dès la deuxième édition, le succès du rallye se lit au nombre des engagés. En 1912, ils sont déjà 4 fois plus nombreux que lors de la première épreuve. Une épreuve soumise à de nombreux soubresauts lors des premières éditions, mais qui, dès 1930, trouve déjà son rythme de croisière en dépassant le cap de la centaine d'engagés. La vitesse n'est toujours pas primordiale, les constructeurs se multiplient, et en 1930, c'est une petite voiture française qui domine les bolides américains, la licorne d'Hector Petit. I think to myself, what a wonderful world. La Deuxième Guerre mondiale, la recherche d'un règlement performant vont marquer la double décennie suivante. Le début des années 50 amorce la véritable naissance du rallye sous sa physionomie d'aujourd'hui, avec, en 1955, un système de handicap afin de gommer les différences trop élevées entre petites et grosses cylindrées. Apparaît aussi cette année-là le parcours de montagne et le passage obligé sur le circuit même du Grand Prix de Monaco. Mais 55, c'est aussi l'arrivée de la publicité dans le monde sportif. Presque toutes les marques sont représentées. Pour nous qui allons le faire pour vous, nous avions choisi Salmson, la fameuse voiture de sport française. Penchée sur le moteur de l'Auto 300, Jean-Paul Collat, l'un des membres de l'équipage, l'autre Michel Canello, et derrière ses caméras. Et maintenant nous avons fait connaissance, vous, la voiture et nous vous épargnons des préparatifs toujours longs. Comme vous le voyez, pour un moteur brillant, nous avions choisi une huile brillante Olazur. Nos pneus étaient des Dunlop et, petite astuce supplémentaire, 2 d'entre eux étaient équipés de clous antidérapants vaillants au carbure de tungstène. Quittons Salmson pour confier à Marshall, qui nous équipe, l'ultime vérification de notre éclairage qui sera si précieux. Et pour nous donner encore de meilleures accélérations, KLG avait étudié spécialement pour nous un nouveau type de bougie. Nous avions choisi comme point de départ Oslo, Bonsoir Paris, Cap au Nord. C'est le 186 Olson Ride sur Peugeot 203 qui partiront les premiers. La foule se presse autour des concurrents, les photographes sont là, bien sûr. L'instant du départ approche. Ils sont partis. Chaque minute, les autres concurrents vont suivre. Il est 6h30 devant le Royal Automobile Club et pour 15 concurrents, l'aventure commence. Plus que toute autre chose, nous avons épouvantablement froid. Il fait moins 38 dehors et aucun chauffage n'est prévu pour une telle température. La bouteille d'eau minérale que nous avons emmenée a éclaté. Il reste heureusement
le Flash NC. Mais au train où nous allons, lui ne tiendra pas jusqu'à la frontière suédoise. Vu l'état de la route, nous remettons nos pneus cloutés. Et c'est la descente du col Bayard sur Gap, toujours rapide et dangereuse. Nous n'avons pas de temps à perdre, aussi nous forçons l'allure. La route est glacée. Quand il y a un peu de neige dessus, on tient, sinon on glisse. Et chaque virage, et Dieu sait s'il y en a, doit être négocié avec précaution. Du reste, de multiples concurrents sont allés au fossé. Le 103. Le 85 et bien d'autres. Parnell sur Aston Martin descend lui aussi avec une certaine prudence sur Gap, où va nous être donné le départ de l'étape spéciale Gap-Monte-Carlo. Cette étape Gap-Monte-Carlo, tout en parcours de montagne, est elle-même subdivisée en plusieurs tronçons à parcourir à des moyennes différentes, en général toutes très élevées. C'est l'étape sportive, c'est l'étape de vérité. Pour la première fois, Longines, marque mondialement connue, a résolu l'un des plus importants problèmes posés par la technique des rallyes, grâce aux appareils timbreurs Printogine. Ces instruments, fonctionnant en synchronisme avec une horloge de rallye, indiquant le temps officiel de la course, permettent aux concurrents de timbrer sans erreur possible sa fiche de passage. Enfin, chose importante, des contrôles secrets sont prévus en divers points du parcours pour éviter que l'on prenne de l'avance. Et tout de suite, après Gap, la montée du col des Lecs, sans neige mais verglacée à souhait, pénalise tous les concurrents sans exception. Pour nous, nous sortons de la route. Et en plus de nos 3 minutes de retard, il nous en faut encore 2 pour repartir. Nous passons la DKV de Sokop et Trojanowski, complètement retournés et hors d'usage. Pour eux, le rallye est fini. Au reste, il y a un blessé. La petite 4 chevaux de Gambini et Biagioli marche vite, trop vite même puisqu'elle dérape et manque d'aller au fossé. Mais c'en est fini des difficultés de la montagne, quelques kilomètres et c'est la moyenne corniche par laquelle nous accédons après un ultime contrôle à Monte-Carlo. Dans la soirée, nous apprendrons, avant de prendre un repos bien mérité, que nous sommes 37e au classement provisoire et donc qualifiés pour le circuit de montagne du surlendemain. Dans l'épreuve de montagne, nous avons tiré un mauvais numéro de départ et nous partons à 7 h du matin. Tout de suite, ce sont des routes de montagne très délicates où l'on doit foncer à fond pour faire le temps. En plus, un virage sur 2 est verglacé. Eh bien, cela a duré un peu plus longtemps que l'on ne pourrait normalement le penser. Au tiers du parcours, un virage comme un autre, la voiture décroche et c'est l'accident.
Heureusement, après avoir défoncé les murettes de protection, nous avons cassé net un poteau télégraphique qui nous a empêchés de faire un saut de 40 mètres dans le Var qui coule tout en bas. Béni soient les PTT, nous avons eu chaud. Ceux-là n'ont pas de chance. Non seulement ils sont accidentés, mais le plus grave semble être l'accueil que va leur réserver l'épouse qui les poursuit. Tranquillisez-vous, ce n'est pas la dernière mode, il s'agit simplement d'un rescapé. Mais avec un peu de soleil, tout s'arrange. Monte-Carlo est donc rallié une fois de plus, mais le rallye n'est pourtant pas encore terminé. Reste l'épreuve de vitesse qui va se disputer par groupe de 10 voitures. Au départ ici, la 201 des Norvégiens Malling et Fadum, la 225 des Allemands Schock et Moll, une Mercedes, la 151 Johansson sur Porsche, la 156 Sipahi sur Peugeot, la 195 votre équipe, Cola Canelo, qui ont réussi à réparer leur voiture, la 112 Vard et Jolet sur Jaguar et Collins sur Aston Martin. Le circuit est glissant, mais pour tous les concurrents, le train est très rapide. Pourtant, peu de modifications interviendront après ce circuit de vitesse. L'épreuve de vérité était cette année l'étape de montagne. Mais il faut faire bonne impression pour ce dernier galop. Collins est très vite en tête, suivi de loin par une Porsche. Mais il n'égalera pas à beaucoup près le meilleur temps de la journée réalisé par Cotton sur Salmson, qui est le grand triomphateur de cette épreuve de vitesse. La lutte est néanmoins sévère, les concurrents prennent des risques. Admirez au passage la tenue de route de cette Mercedes, la 220 de série. Des concurrents prennent des risques, mais les Norvégiens Malling et Fadum, eux, n'en prennent pas. Ils sont virtuellement gagnants. Et c'est l'arrivée. Le 25e rallye de Monte-Carlo est fini. Le lendemain, le soleil brille de tous ses feux pour la remise des prix. Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, félicite l'équipe vainqueur, les Malling et Fadum, sur Sunbeam Talbot, et va leur remettre la coupe qui concrétise leur victoire. Les seconds sont nos compatriotes Gillard et Dugas sur Dina Panhard, une 5 chevaux deuxième toute catégorie. Bravo Panhard. Troisième Mercedes, Miss Vandamme remporte la Coupe des Dames, Coupe Charles Farou au constructeur Jaguar. Sunbeam Talbot, Panhard, Salmson, Mercedes et Jaguar se sont distingués dans ce 25e rallye, mais les grands vainqueurs furent aussi le Soleil et Monte-Carlo.
Les affaires du canal de Suez passées, la victoire en 1958 d'une Dauphine Renault, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, lance alors la grande bagarre des constructeurs et des pilotes de Renault. Au tout début des années 60, les résultats groupés vont se succéder. Déjà, en cette année pleine, 1960, les Mercedes s'offrent un triplé, mais bien vite, les petites vont s'imposer. 61, triplé Panhard, 63, c'est le deuxième succès consécutif pour la Saab d'Eric Carlson. De son côté, Pat Moss, elle, collectionne les coupes des dames. On parle très vite de fiançailles avec Eric Carlson. En 64, c'est officiel, Pat et Eric porteront le même nom. Après les Saab, les caisses à savon vont imposer leur loi sur l'épreuve monégasque. Et Timo Mäkinen réalisait lui des prouesses au volant de sa Mini Cooper, frein à main et surtout la fameuse conduite rallye, pied droit, pied gauche. Parmi les engagés, on remarque aussi sur Ford un équipage pas comme les autres, composé de Jacques Anquetil et de Raphaël Gemignani. Les Mini poursuivent leur hégémonie avec les Renault Altonen et Paddy Hopkirk jusqu'en 1968. Every evening, when all my days work are through, I call my baby and ask her what's up with you. I'm at some movies, but she don't seem to dig that. And then she asks me, why don't I come to her flat and have some supper and let the evening pass by? By picking records, besides a groovy hi-fi. I say yeah, yeah, and that's what I say yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say yeah, yeah. And that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock and see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, 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 yeah. Pretty baby, I never need you to thrill. It's hard to tell you because I'm trembling so. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. En 1968, le classement général devient le classement Scratch. Le vainqueur est enfin le plus rapide de tous. En cette année révolutionnaire, la bagarre est superbe, notamment dans la dernière nuit avec le duel au fond du Turini entre Gérard Larousse sur Alpine Renault et Vic Elford sur Porsche. La marque allemande profite des malheurs de sa concurrente tricolore. Les Porsche avec Elford et Toivonen s'offrent un superbe doublé au Monte-Carlo. Les berlinettes pointent le bout de leur museau. Les japonaises font leur entrée dans le monde des rallyes avec la firme Datsun. She said that living with me was bringing her down, yeah.
she gets to saying goodbye. Shoulda think twice, shoulda do right by me. I think I'm gonna be sad. I think it's the day, yeah. The girl that's driving me mad is going away, yeah. Ah, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Shoulda think twice, shoulda do right by me. Before she gets to À l'orée des années 70, le Monte-Carlo devient le plus vieux rallye du monde. Le rallye possède maintenant ses lettres de noblesse, ses inoubliables berlinettes et même une chanson. every winter always on my mind. It's the rally Monte Carlo. Every winter we go to Monte Carlo. Rally. Spain, Greece, Sweden, Norway, Germany the same. Take a list and read it, you will find my name. Every winter always on my mind. Put your number up, ready, Monte Carlo. Take your race car and first you'll drive on the snow. Always in January and with the breathing time. Start from Greece or Sweden or then from Scottish drown. Rally, oh, rally. It's a rally Monte Carlo. Every winter we go to Monte Carlo. Rally, oh, rally. Every winter always on my mind. Rally, every winter always on my mind. Oh, rally, rally, rally always on my mind. Rally, every winter always on my mind. Les Alpines Renault ont donc marqué de leur frêle empreinte l'histoire du Monte-Carlo, triplé en 71 et en 73, bien vite relayé par l'écurie italienne Lancia et ses fabuleuses bêtes de rallye qu'étaient les Stratos de Sandro Munari ou de Bernard Darniche. Les années 80 vont apporter au sport automobile de véritables monstres de course, des performances étonnantes, une bagarre de tous les instants et le grand retour de Renault. Nous voici en 81, au départ de la toute dernière nuit, du tout dernier acte d'un Monte-Carlo palpitant. Thème du troisième et dernier acte, Ragnotti pourra-t-il refaire ses 3 minutes de handicap sur terre? Hélas, le duel attendu va tourner court.
alors que la route est sèche dans la descente du Turini, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en Fréquelin un challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. Quand on est en tête, ce sont les nerfs qui sont soumis à rude épreuve, au moindre bruit, à la plus petite alerte. Ça va pas, Jeannot? Hein? T'as touché? Hein? Comment? Non, ça va. Allez, collègues! Et au cours de cette ultime nuit de bataille, la guerre des nerfs a commencé. Ragnotti doit étroitement contrôler son rival, sur lequel il ne possède qu'un peu plus de 2 minutes d'avance. Or, coup de théâtre, on apprend que Fréquelin vient de reprendre 55 secondes à Ragnotti en une seule étape. Gérard Larousse conteste le chronométrage. Pour lui, aucun doute. Le temps attribué à Fréquelin est impossible et en effet, l'erreur sera bientôt rectifiée par les officiers. Alors, si tu as un endroit où tu as intérêt à assurer, c'est la montée. Hein. Fais pas de conneries là, après, tu plus de neige. Quand même. C'est plus tu risques de faire une petite erreur, c'est sur la neige. Oui, c'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main. Ils ne la laisseront pas échapper. 30 janvier, après toute une semaine de bataille, l'heure de la triomphale descente vers Monaco est arrivée. C'est déjà l'heure de la consécration internationale pour la Renault 5 Turbo, victorieuse dès son coup d'essai. Hommage maintenant à l'ancien séminariste Walter Röhrl, quadruple vainqueur de l'épreuve monégasque sur 4 voitures différentes. 80 sur Fiat Abarth 131, 82 sur l'Opel Ascona 400, 83 sur la Lancia Rally 037 et puis 84 sur l'Audi Quattro. Retour au pays des gros cylindrés en 1984.
Ce milieu de décennie, c'est aussi et surtout l'avènement des groupes B qui ne vivront que le temps d'un règlement. En 85, les Français peuvent brandir à nouveau très haut leurs couleurs avec l'arrivée d'une petite bombe sur le marché, la 205 Turbo 16. Peugeot laissera sa griffe 2 saisons durant sur tous les parcours routiers du monde avant de se retirer pour laisser la place à un nouveau groupe, le groupe A. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. L'année 86 enregistre le succès du regretté Henri Toivonen sur la Lancia Delta S4. 86, c'est la fin de l'escalade à la puissance, l'adieu au groupe B. L'année suivante, les Lancia prennent à nouveau le contrôle du rallye, une nouvelle ère est ouverte, une génération calculatrice, des enjeux de plus en plus importants, tant au niveau des constructeurs que des pilotes. « 88, Bruno Sabi s'offre au bout de 14 tentatives son premier rallye Monte-Carlo.
Ah, moi, c'est tout pour moi. C'est l'épreuve que j'aime le plus avant tout. J'ai toujours été fasciné par cette épreuve et chaque fois que je pars, pour moi, c'est un grand moment. C'est vraiment, je suis troublé chaque fois que je prends les départ de Monte-Carlo parce que c'est vraiment une épreuve à part. Ça va être mon 17e cette année. Effectivement, je commence à avoir un gros métier dans cette épreuve. Je sais que j'ai une voiture encore compétitive pour gagner et j'espère ma foi qu'on aura encore nos chances. Et je ferai tout en tout cas pour remporter une nouvelle fois ce rallye que j'ai remporté en 88. Ça a tellement été pour moi l'apothéose de la joie de rallyman que je tiens une nouvelle fois à remporter ce rallye. En 1989, le rallye s'écrit encore à l'encre italienne. Le palmarès du Monte-Carlo affiche un nouveau triplé Lancia. Dans l'ordre, Massimo Biazon, Didier Auriol et Bruno Sabi. 90, les Japonaises investissent un peu plus encore les parcs fermés. Didier Auriol emmènera tout de même sa Lancia intégrale sur la plus haute marche du podium monégasque devant le futur champion du monde, l'Espagnol Carlos Sainz. No la pueda comparar a la madre de mi niño, la que tanto amo yo. Yo le canto a mi familia con todo mi corazón y contento de cantarle vámonos. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Eres todo mi vida, eres todo mi ilusión, la mujer que yo camelo, es por ello que yo vivo. Y por eso yo te canto con todo mi corazón, alegría de cantarle vámonos. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Y porque ya no soy como lo pienso hoy, es un amor mi vida. Enfin, Télé Monte Carlo a décidé d'accorder toute sa confiance au meilleur équipage promotion l'an dernier, Pierre-Manuel Genot, accompagné de Slow. On dit Manu, généralement on est plus connu sous ce nom-là. J'ai un prénom un petit peu long, généralement c'est Manu. Pierre-Manuel Genot, c'est le deuxième rallye Monte Carlo. Oui, effectivement, c'est la première fois en Sierra Cosworth aussi. Première fois Sierra Cosworth parce que l'an dernier, on s'en souvient, performance de choix, on peut le dire, d'exception. Premier rallye Monte Carlo et une place de 14e au général, 3e du groupe N et surtout premier amateur, c'est-à-dire premier au classement promotion. Ce rallye Monte Carlo, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je crois que c'est un rêve pour tout rallyman. Je crois que c'est un des plus beaux rallyes du monde, si ce n'est le plus beau. Et en plus, quand on a la chance d'habiter à Monaco, je crois que c'est l'épreuve reine
14e l'an dernier en groupe N avec une Alpha, 2 roues motrices, c'est ça? 4 roues motrices cette année avec la Ford, donc 2 fois mieux, 7e, allez. Ça m'étonnerait très très fort. Ouais. Moi je dirais plutôt, comme il y a beaucoup plus de roues qui tournent dans tous les sens et que je ne sais pas encore très bien comment ça marche, disons 28e pour commencer, ce sera déjà pas mal. Rallye Monte-Carlo, Télé Monte-Carlo, c'est une belle association avec Pierre-Emmanuel Jeuneau. On a bien fait de jouer ce cheval-là. Bah écoutez, on est là pour faire de toute façon le mieux possible et puis j'espère qu'on ne vous décevra pas. Après une lutte acharnée à coups de seconde entre 2 grands champions, François Delcourt et Carlos Sainz, il aura fallu attendre jusqu'à la dernière spéciale pour connaître le nom du vainqueur de ce 59e rallye de Monte-Carlo. C'est finalement l'Espagnol qui l'a emporté, certains diront à cause de la casse de François Delcourt, mais il ne faut pas oublier que le pépin mécanique fait également partie des lois de la course. Le champion du monde en titre en sait quelque chose. Pour moi, c'est pas triste. Je connais qu'est-ce que François, qu'est-ce qu'il... Parce que l'année passée, pour moi, c'est le même à l'Irak, des spéciales pour finir, il a cassé la transmission. Le rallye, c'est comme ça. Il a démontré que c'est un très bon pilote et je suis sûr qu'il va gagner une autre rallye. De toute façon, le sport automobile, c'est avant tout de la mécanique. On est tributaire de la mécanique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour moi. À la limite, on en fait tout un plat, mais c'est une panne mécanique toute simple. Seulement, elle intervient dans la dernière spéciale sur un pilote qui est en tête du rallye, il est vrai. Et c'est ça qui est complètement fou. Je crois que dans l'histoire du Monte-Carlo, c'est jamais arrivé. J'espère que quelque part, j'ai laissé des traces. Je me suis vraiment défoncé tout au long de ce rallye. Cette nuit, il y avait je peux vous dire, une sacrée guerre psychologique entre Carlos et moi. J'ai pas craqué. Je vais pas dire qu'il a craqué, mais à un moment donné, j'ai saisi ma chance. Notamment, j'ai mis des gommes très dures dans Ascross et je crois que là, il a pris le coup d'assommoir. J'avais gagné mon pari, j'ai gagné face au champion du monde. Et puis tout d'un coup, tout s'est effondré. Et il s'est passé pas grand-chose, si ce n'est qu'au début de cette spéciale de Turini, je suis vraiment parti lentement. Tous mes repères en virage, c'était un rapport au-dessus, tout doux, pas dans les tours, sans forcer la mécanique. Et tout d'un coup, j'ai senti la roue arrière gauche louvoyer. Vraiment très brutalement. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, soit j'ai crevé ou il y a quelque chose qui se passe derrière. Je me suis arrêté, j'ai demandé aux spectateurs qu'est-ce qu'il y avait. Et j'ai compris que la roue n'était pas desserrée, que j'avais pas crevé. C'était le bras qui pendait et la routule était cassée. Donc j'ai continué comme ça et effectivement, très rapidement, la roue qui touchait sur l'amortisseur a crevé le pneu. Et après, j'ai compris que c'était fini. Et pourtant, on l'avait senti venir de loin, le jeune François. Pour ceux qui l'ont suivi depuis le début de sa carrière, sa fantastique course n'est pas une surprise. Tout semblait calculé depuis le début pour laisser mener l'Espagnol, le déstabiliser et le vaincre. François a construit la course sur les routes, dans sa tête et dans le cœur de milliers de personnes. Un débutant de cette classe, avec une clairvoyance de vieux briscard, c'est assurément une graine de champion du monde. Voilà. Autre bénéficiaire des problèmes mécaniques de la Ford, Mickey Biasion semblait étonné de se retrouver en si bonne place à Monaco. Il est vrai que l'Italien, plein de simplicité, avoue ne pas être à son aise sur le sec. Parle Monte-Carlo sec et alors pour moi c'est pas possible d'aller en bataille pour la première position avec le sec. S'il y a de la neige, je suis très tranquille, mais sur le sec c'est très difficile pour moi. Armin Schwarz, à 6 minutes 31 de son compagnon d'écurie, a lui aussi impressionné par son efficacité. S'il se met à devenir fiable, l'Allemand procurera bien du souci à ses adversaires pour la suite de la saison.
Juha Kankkunen aura un peu déçu par sa course d'attente. Sur un Monte-Carlo sec, le Finlandais aussi était loin d'être en terrain de prédilection, 5e au général. Bruno Sabi, 6e à 9 minutes 13 secondes, a mené une course pleine d'impondérables. Compter remonter à tout prix sur Mickey Biagion, je crois que c'était possible. Malheureusement, on a crevé dans la spéciale numéro 3. On a roulé sur tout un éboulis de pierre qui traversait la route. Ça nous arrive souvent, hein. Il y en a tout le long de la course, des éboulis comme ça. Malheureusement, on a crevé et après on a compris qu'on ne pouvait plus rien faire. Alors on a continué à un rythme normal et tout en roulant à un rythme normal, on continuait comme toujours à faire les meilleurs temps des Lancia et ça me donne des regrets parce que je pense qu'on aurait pu faire une place pas trop mal, en tout cas, peut-être pas gagner, mais si j'avais été effectivement équipé toujours au bon moment, peut-être qu'on aurait pu jouer encore mieux que ce qu'on a fait. Justement, les pneus, je crois savoir que tu as eu quelques problèmes. Bien sûr qu'il y a des moments où j'avais pas les choix, mais ça c'est la faute à personne. Il a fallu avoir tout au départ. Bon, j'ai compté après sur l'Ancia, mais l'Ancia n'avait pas prévu que j'allais peut-être marcher aussi vite. On n'oubliera pas Wilson, 7e à 11 minutes 15. Salonen, 8e à 11 minutes 22. Yves Loubet, même s'il n'a pas particulièrement éclaté, n'avait bizarrement pas la tête des mauvais jours à l'arrivée. On lisait plutôt dans son regard le plaisir d'être dans la course. À 12 minutes 59 secondes, il est 9e. Un décevant Fiorio, 10e à 24 minutes 42. Et un Marc Duez qui s'est a priori amusé, 11e à 27 minutes 41. En groupe N, on notera la belle course de Manu Genot, le groupe qui est enlevé aisément par Spiliotis, qui rend hommage à la concurrence. Il n'y avait pas eu le copain, ça m'aurait bien fait plaisir, parce que j'aurais bien aimé être devant lui à la régulière. Malheureusement, c'est lui qui a craqué le premier, disons, parce qu'on est arrivé à Digne avec 2 minutes 30 de différence. Et au moment où il est sorti, on n'avait plus qu'1 minute 15. C'était mon rôle de mettre la pression, c'était le sien de me contenir. On a tous les deux fait une belle course, ça m'a fait beaucoup de peine qu'il arrête parce que j'aurais voulu que ça se passe autrement. Et d'autant que c'est un garçon qui fait son premier rallye avec cette voiture, qui a des grosses qualités. Et j'aurais bien aimé me battre avec lui toute cette nuit. Il ressortira de ces 6 journées une impression d'enthousiasme quasi illimité. Le championnat du monde nous a offert pour sa première épreuve un spectacle admirable. On en retiendra une phrase: Sainz est entré dans l'histoire, Delecourt est inscrit dans la légende.